donc on en rigole, Pascal, hein, mais c'est un peu moins drôle. La première news qu'on était en train de couvrir en off, on peut l'appeler la douille, C'est la douille. que les jeunes voix ont pris. Donc, il y a une loi qui est passée, qui a été votée par les députés et puis par nous, sombres citoyens qui supportons la durabilité, qui fait augmenter le prix, enfin le prix des plaques à 500%. Donc, de ce que j'ai pu voir aux infos, lire, tu as des personnes qui payaient 200 et quelques francs et qui se retrouvent à payer 1000. Il y en a qui payaient 800, ils se retrouvent à payer 500. Et c'est une loi justement qui vise à punir le CO2 émis au kilomètre par les vieilles voitures. Donc encore une loi sur la durabilité qui touche les gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une Tesla. Ah ouais. Non, mais c'est hyper moche, hein. Il y a plusieurs commentaires. Le premier, c'est que, bon, déjà, solidarité avec toutes celles et ceux qui ont une voiture qui a 10, 15 ans et puis qui n'ont pas forcément beaucoup de sous, puis qui se retrouvent à devoir douiller comme des dingues. C'est vraiment la douille. C'est moche, hyper moche. Euh, c'est clair que si tu as un fonds d'investissement private equity puis que tu brasses les millions, c'est pas un problème. Tu as probablement déjà 2 Tesla, donc tu te marres. C'est pour ça que c'est facile d'être vertueux quand on a beaucoup de biens. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que la loi, elle a été observée par les parlementaires, par l'État, par tout le monde, donc et votée par les citoyens, tu vois. C'est assez marrant. C'est presque un truc de Schadenfreude, une espèce de Genferei où on se dit ben voilà, tout le monde s'est mis dans le sac. Les gens sont tombés dans le trou et je trouve assez rigolo qu'on puisse passer autant de temps à rédiger une loi sans en voir en fait les conséquences. Ça me fait un Exact. peu marrer. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en Suisse, il y a 26 cantons. Donc, en fait, il y a en permanence 26 entités qui font des essais divers et variés. Bon, ben, ça, c'est un cadeau que nous font les Genevois. Hein. Là, il y a 25 cantons qui disent merci parce que il y a la douille. Puis la prochaine fois que quelqu'un voudra faire une loi nouvelle sur la manière dont on taxe les véhicules, on va regarder ce qu'ils ont fait à Genève pour pas faire la même chose. C'est Et, un cadeau. et apparemment, cette loi, elle est illégale, hein. Donc, on attend les Ah, développements. Mais selon certains avocats qui se sont prononcés hier, ils ont dit que la loi, elle était illégale. Donc, c'est intéressant si c'est le cas. Ça serait drôle de voir l'État ah, qui fait des choses illégales. Moi, ce qui me rend un peu plus, on va dire, triste, c'est que c'est vrai qu'on veut tous faire des efforts pour la durabilité. Ça, c'est indéniable. Mais ça touche toujours les mêmes personnes, hein, parce que c'est un peu semblable à une loi en France où tu as un système de vignettes, je crois que ça s'appelle Critères, un truc comme ça, qui va de 1 à 5 et 5 étant la pire note. Et selon les villes, si tu n'as pas en tout cas de 1 à 3 ou 1 à 2, tu peux pas accéder au centre-ville. ah, Donc, tu me diras, tu peux toujours utiliser les transports publics, etc. Mais des fois, pour ceux qui travaillent loin, qui doivent faire des choses, ben, ah. c'est pas forcément facile. Et j'ai l'impression que des fois, il y a toutes ces lois sur la durabilité qui sont poussées par les lobbies, en fait, tu vois. Donc, achetez-vous une voiture électrique, changez votre véhicule. Et c'est pas forcément durable d'arriver avec toute une nouvelle flotte de véhicules sur le marché, malgré qu'ils soient électriques. Donc, j'ai l'impression que des fois, par rapport à la durabilité, on a un peu les dindons de la farce. Ouais, alors bah, c'est clair. Alors, une maxime qu'on peut citer, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, c'est pas parce que l'intention au départ elle est pure et censée que ça fonctionne à la fin. Et puis, Jean Covici, il explique très bien qu'en fait, le problème de la durabilité, puis ce changement de société auquel on pourrait arriver, c'est vraiment un problème de comment est-ce qu'on répartit l'effort et puis comment est-ce qu'on fait des arbitrages. Et ce que je trouve intéressant dans la douille de Genève ou dans l'exemple que tu citais en France, c'est qu'en fait, la question de fond, c'est pas de savoir si on veut être vertueux. Bakri, il disait, personne se lève le matin en se disant qu'il va aller polluer la planète. Même les mecs qui travaillent dans un grand groupe qui extrait du pétrole, ils se disent pas le matin, bon, allez, on va tout péter. J'en suis certain, n'est-ce pas? Tout le monde voudrait en fait que ça se passe bien. Simplement, après, il y a des réalités économiques et puis il y a la question de la répartition de l'effort. Et c'est clair que
peut-être que jusqu'à maintenant, si tu veux, on était dans une dynamique ascensionnelle, c'est-à-dire que la pizza, elle grandissait. Puis la question, c'était, est-ce qu'il faut un peu plus de pizza pour celui-ci ou pour celui-là? D'accord? C'était la question de la répartition d'une croissance. Et puis, si on prend vraiment du recul, ce qu'on voit maintenant, enfin, ce qui me semble qui nous arrive, en tout cas en Europe, c'est qu'en fait, il y a une diminution de la taille de la pizza et que, en plus de ça, on essaye d'être vertueux et on a raison pour essayer d'avoir une société, une économie qui est plus durable. Mais imagine que tu diriges une entreprise, puis lundi, tu vas aller expliquer aux gens, en fait, que les salaires vont baisser. Puis tu dis à Jacqueline que c'est moins 5%, puis à Jean-Jacques que c'est moins 17%. Ben, bonne chance, hein. Là, il faut être bon. Donc, en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on répartit cet effort? Comment est-ce qu'on explique cette action? Et là, ce que je trouve marrant à Genève, je suis à peu près certain qu'ils n'ont pas fait exprès. Bon, tu vois, ils ont dit, oh, Ouh, là, faudrait pas être trop naïf. Je sais que tu es très généreux, mais faire exprès, on sait à quoi ça allait amener, hein. ouais, honnêtement, j'y crois pas. Il y a peut-être une ou deux personnes qui l'ont vu, qui l'ont dit. Je dis, mais chef, vous êtes sûr que vous voulez faire ça? Parce que ça va foutre un gros bordel. Tu veux, oui, ça a été voté, ça a été revu. Tu sais, des fois, les gens font des erreurs. Je dis pas, je prétends pas que personne l'avait vu, mais si tu veux, vu la bronca que ça provoque maintenant, ils vont pas pouvoir simplement conserver cette taxation. Ils vont être obligés de faire des aménagements. Donc, ils vont Ah, reprendre le dossier. peut-être qu'ils testent, hein. C'est comme la TVA à l'époque qui était temporaire, hein. On se souvient que la TVA, Peut-être. c'était Ouais. temporaire, puis au final, ils tentent et puis ils voient ce qui se passe. Mais c'est vrai que moi, je suis tombé sur une info et qui est très liée à ça, où justement, des fois, on fait un focus sur des choses qui semblent importante, mais au final, on doit pouvoir garder cette compétitivité. Et puis, c'était pour certaines boîtes, combien de temps il leur faut pour générer 1 million en chiffre d'affaires. Donc, Netflix, il leur faut 1 million, il leur faut 13 minutes. Nike, 11 minutes, 11 secondes. Tesla, il leur faut 5 minutes et 9 secondes. Meta, donc Facebook, il leur faut 2 minutes. Microsoft, 1 minute 59. Alphabet, donc ceux qui détiennent Google, 1 minute 30. Et pour finir avec Amazon, 49 secondes. Donc, Wow. ces boîtes, à Amazon, il leur faut 49 secondes pour générer 1 million de chiffre d'affaires. Donc maintenant, si on pense que ces grands groupes doivent faire le choix entre rester compétitifs, générer des revenus ou se concentrer sur des choses durables, eh ben, ils vont se concentrer sur le revenu. Et on voit qu'avec la nouvelle plateforme qu'ils ont lancée, donc Hall, a été lancée justement pour concurrencer Temu et Shine, la durabilité, ils l'ont mis de côté. Ah oui, alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, parce qu'en fait, les délais de livraison avec cette version d'Amazon qui est en fait moins durable. Et puis, je dirais suivant deux aspects. Le premier aspect, c'est que ils vont envoyer les produits directement de Chine pour diminuer les coûts, etc., etc. Ce qui se conçoit avec un angle de dropshipping. Donc voilà. Mais surtout, ce qui me semble encore plus naze du point de vue de la durabilité, c'est qu'en fait, ça encourage, ça crée l'illusion qu'en fait, on peut commander des choses comme une espèce de stylo qui coûterait 4 centimes, qui à l'évidence va permettre d'écrire une demi-page et puis ensuite tomber en rade. D'accord? Donc, ça crée l'illusion qu'en fait, c'est une bonne idée de commander des choses dont on n'a pas besoin à un prix faible du point de vue monétaire pour le client, mais à un prix énorme pour la planète. Parce que ces trucs, ils arrivent quand même par avion ou par bateau, il faut les transporter, c'est réel. Et là, si on veut, on voit que s'affrontent le fun de commander des trucs à 10 centimes ou 1 franc ou 2 francs, hein, il y a des choses complètement dingues, parce que c'est rigolo et qu'en fait, on peut le concevoir, on peut tout à fait entendre ça. Mais on parlait de durabilité avant avec les taxes qu'on met sur les voitures en fonction de la manière dont elles contribuent au réchauffement climatique avec l'émission de CO2. Ben, à l'évidence, envoyer des produits directement de Chine qui ne fonctionneront pas, qui sont de mauvaise qualité et puis qui sont pas du tout nécessaires, c'est exactement pas la bonne chose. Et moi, mon intuition, c'est qu'en fait, c'est une espèce de mode. Les gens vont
finir par comprendre qu'en fait, quand tu commandes quelque chose qui coûte rien, ça fonctionne pas bien. Puis on va revenir peut-être à quelque chose où, ben voilà, quand tu achètes une casserole, tu la payes un peu plus cher, mais elle dure 10 ou 20 ans. Je crois pas que ce soit quelque chose de pérenne. Mais tu vois, pourquoi justement on est toujours en train de taper sur le consommateur? Là, je parle de l'augmentation des plaques. Et à un moment donné, Ouais. c'est là où on doit mettre des régulations. Plutôt que de se concentrer sur l'IA qui n'est pas encore bien définie, il faut se concentrer sur des choses qui sont concrètes et tangibles. Mettre des taxes à l'exportation. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas importer un tapis ou un porte-clés de Chine à 1,50 franc qui a fait 8000 km alors que tu peux en trouver ici. Tu vois? Et je trouve que dans cet aspect de la durabilité, où il y a des choses qu'on doit faire avec les grands groupes, parce que voilà, si on arrive à faire changer Amazon ou Temu ou Shine d'1 ou 2 degrés, il y aura plus d'impact que en changeant le nombre de voitures à Genève, tu vois, typiquement. Mais j'ai l'impression Ouais. que les politiques, ils manquent de courage pour s'attaquer à ces grands groupes. Après, ces grands Non. groupes, en même temps, ils ne payent pas d'impôts. Donc, les réguler par rapport à la durabilité, et c'est là où, tu vois, il y a quelque chose qui cloche, en Bah, fait. à mon avis, c'est tout simple. Si les politiques s'attaquent aux gens qui ils font en fonction du pouvoir qu'ils ont. Et puis, Ils n'ont pas de concernant pouvoir, Amazon, alors. ben Là, voilà, j'essaie c'est-à-dire de ils ont provoquer. un Ils n'ont pouvoir aucun sur les pouvoir. citoyens genevois qui utilisent une voiture, donc là, ils peuvent agir. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est leur job. Mais c'est simplement que les multinationales digitales du type Amazon et autres, hein, parce que c'est pas que Amazon, il y en a plein d'autres, effectivement, ils payent les impôts qu'ils sont d'accord de payer. Ouais, donc ils n'en payent pas. Ils payent pas. En gros, Pas, ils pas tout payent à fait quasiment. pas, mais pas beaucoup. Et en fait, je crois que c'est simplement une question de taille et de rapport de force. C'est simplement qu'il y a dans cette économie digitale, il y a simplement des colosses qu'en fait, le politique n'arrive plus à, à réguler. Voilà. Donc on tape sur les petits. On va se servir dans le porte-monnaie des petits. En Je pense gros, pas qu'on. c'est le bottom line, c'est ça le mot, quoi. Non, mais en fait, on régule ce qu'on peut réguler. Alors, en l'occurrence, c'est les petits, comme tu dis, c'est nous. Mais parce qu'on a besoin d'une voiture, puis que voilà, on peut pas faire autrement, etc., et qu'on n'a pas forcément les moyens d'en avoir une autre. Ça, voilà, c'est pas de chance. Mais Bah, tu vois, le truc, c'est que si tu augmentes le prix des plaques, justement, tu passes de 200 à 1000 balles, les Mhm, personnes, ils auront encore moins de pouvoir d'achat et ils vont se rabattre sur des produits Temu, des produits d'Amazon qui vont faire 12 000 km et mhm. tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est en fait toujours constamment en s'attaquant au pouvoir d'achat des petits, eh ben, tu fais la promotion de ces plateformes. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Un peu, c'est pas faux, mais moi, je suis quand même toujours pour miser sur l'intelligence des masses. Je pense qu'en fait, les gens, petits ou pas petits, ils sont très malins, ils comprennent très bien ce qui se passe. Les gens, ils vont commander un ou deux trucs sur cette nouvelle plateforme d'Amazon ou de Temu, ils vont comprendre qu'en fait, le stylo, il marche pas et ils se feront pas avoir longtemps. Moi, je pense que c'est un effet de mode et puis qu'en fait, les gens vont entrer en résistance d'une autre manière, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de durer. Ce que je note, c'est qu'en fait, tu as raison de pointer le fait qu'on régule les petits et pas les gros, bah, c'est parce que les gros, ils ont des grosses dents, si tu veux. Et qu'en fait, on n'a simplement pas les moyens d'agir sur ces sociétés qui sont déjà, d'un point de vue de la taille, gigantesques. Hein, si tu es dans la jungle et puis qu'en fait, tu fais face à une entité quelconque, si elle est 4 fois plus grosse que toi, tu fais pas le mariole, tu vas prudemment. D'accord. Donc, ils ont déjà une taille qui est colossale. Et puis, ce sont aussi des entreprises qui sont assez liquides parce qu'en fait, elles peuvent s'établir un peu où elles veulent. Le droit, c'est quelque chose de lent. C'est pas quelque chose qui évolue comme ça tous les quarts d'heure. On le voit à Genève, hein, c'est quand même compliqué de faire une loi qui tienne la route. Donc, c'est pas si simple hein, de faire des lois qui tiennent la route. Alors qu'une entreprise multinationale, elle peut faire appel aux meilleurs et puis elle peut se déplacer comme elle l'entend. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, surtout qu'elles ont des fiscalistes, Ouais. des avocats, et puis ils trouvent toujours le moyen de s'en sortir. Mais où c'est triste, c'est que voilà, tu te dis, bah, il faut quand même faire des efforts dans la durabilité, mais qu'au niveau corporate, c'est pas du tout pris en considération. Ouais. Après, je comprends
du point de vue où tu dois rester sur du long terme parce que tu as aussi des emplois à garder. Et on le voit justement avec les entreprises qui sont en train de rater le coche de l'IA. Et tu as fait un article super pertinent sur le sujet que j'invite tout le monde à lire sur l'AGFI. Et qu'il y a les premières faillites dues à l'IA qui sont en train de tomber. Ouais, alors merci de mentionner cet article de la GFI. En fait, c'était intéressant. On a écrit ça avec Xavier Comtesse. Et moi, ça fait un moment en fait que j'étudie l'impact de l'IA aussi dans mon business de consulting pour les entreprises, si tu veux, sur la manière de gagner en efficacité. Puis ça fait un moment que je pressens qu'il va y avoir pas des morts, mais disons des entreprises qui vont pas passer l'hiver. Et j'ai toujours pensé qu'en fait, ça irait vite. Et là, maintenant, on le voit, ça commence. Il y a une boîte comme Chegg, Chegg, qui sont des pros de la formation en ligne. Ils ont perdu 99% de leur valeur boursière, 99% de leur valeur boursière. Autant dire que c'est énorme. C'est sévère. Hein. C'est une faillite en ligne, quoi, en gros. Ben, ce que je trouvais hyper marrant, c'est qu'en fait, si d'aventure ça avait été une entreprise très 19e siècle, papier crayon, etc., puis qu'ils n'avaient pas su s'adapter, on aurait pu dire bon bah voilà, c'est schlumpéterien, il y a des entreprises qui disparaissent, elles sont remplacées par d'autres. Mais là, c'est une boîte tech qui fait de la formation en ligne. Les mecs comme toi, comme moi, ils voient arriver l'IA, ils se disent bon bah pas de problème, on va faire un petit point. Ils sont pas allés assez vite, ils n'ont pas fait les bonnes choses, ils n'ont pas su réagir. Bref, on va pas épiloguer. On a déjà dit souvent, diriger une entreprise, c'est pas facile. Mais on voit que même une boîte tech qui est dans un domaine, en fait, elle se fait faire l'extérieur par un nouvel arrivant et une nouvelle technologie, en fait, qui change complètement le rapport à l'éducation. Donc, ça veut dire le message en fait pour les entrepreneurs et pour les entreprises établies, c'est que on peut croire en fait qu'on est en sécurité. Ben, on voit que non. En fait, ça va très très vite. Donc, il faut vraiment avoir une stratégie qui intègre l'IA et il faut agir. C'est-à-dire, il y a toujours un risque à changer de stratégie puis à s'adapter, mais là, ne pas s'adapter, c'est vraiment quelque chose de dangereux et on le voit en fait dans des entreprises qui disparaissent parce qu'elles n'ont pas su se profiler sur l'IA. Et ça nous amène justement sur un commentaire qu'on a eu d'un des auditeurs, et merci pour vos commentaires, il y en a de plus en plus. Je vais vous le lire, et qui disait justement, à vrai dire, les entreprises ne sont pas dignes de confiance. Donc là, c'était sur notre vidéo sur les agents IA. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez regarder. Et donc, lui, il dit que les entreprises ne sont pas dignes de confiance et qu'elles vont prendre les agents IA et remplacer les employés. Et qu'il aimerait plus de concret. Lui-même, c'est un développeur. Et donc, Pascal, toi, tu as une petite réponse. Sachant qu'on refera une vidéo sur les agents IA, ouais, un peu plus détaillée, parce que c'est quelque chose, voilà, Microsoft est en train d'en parler, OpenAI aussi va sortir le propre agent IA. Et c'est vraiment une révolution encore plus que ChatGPT. Pour les boîtes, ça va être quelque chose d'encore plus concret et de dingue. Alors, déjà, merci. La personne qui a fait le commentaire s'appelle Energy 3135. Donc, on le remercie pour son commentaire. Et puis, moi, j'étais un peu en amitié avec son commentaire parce qu'on sentait qu'il n'était pas très bien puis qu'il avait envie de s'en sortir. Alors, j'ai réfléchi à ce qu'on pourrait lui conseiller. Donc, déjà, bon, on va refaire une vidéo beaucoup plus fouillée sur les agents. Mais il dit que les entreprises sont pas dignes de confiance. Bon, ouais, ok, il y a des gens qui sont pas dignes de confiance, il y a des entreprises qui sont pas dignes de confiance, il faut effectivement s'armer. Alors. Et peut-être qu'on pourrait dire, moi je pense que c'est même pas une question de confiance, c'est une question à un moment donné, un chef d'entreprise, c'est vrai que si il peut économiser 20 salaires, il va le faire. Je sais plus si on est dans la confiance ou dans l'aspect concret de la chose. Donc, je le rejoins tout à fait. Hein. Faut pas penser que ça va être le monde des bisounours. Ce qui va pouvoir être remplacé par l'IA et les agents IA va être remplacé. Ça, il faut en être sûr. Et les postes qui utiliseront un peu d'IA et où tu auras toujours besoin d'un humain vont rester. Mais le reste, non, alors, on est d'accord. Mais si tu veux,
qu'il faut faire dans une situation comme ça, c'est en fait s'ancrer et se remettre sur ses pieds. Donc, il y a plusieurs points. Le premier, c'est que en fait, on vit la révolution technologique la plus importante depuis, je sais pas, 100 ans. C'est vraiment cette révolution de l'IA. Il y aura des hauts et des bas, il y aura des cycles, du hype, du contre-hype. On va dire que c'est foutu, que ça n'avance plus. Bref, c'est la révolution fondamentale, en fait, qui est vraiment en train de rabattre les cartes. Donc, quand les choses changent et qu'en plus elles changent vite, c'est vrai que ça fait un peu peur, c'est un peu émouvant. On se dit, mais mince, moi j'ai fait telle et telle étude ou telle et telle formation, j'ai tel et tel métier. Puis maintenant, je croyais que j'étais bon pour 20 ans. Ben non, en fait, il C'est faut se obsolète. remettre. Ouais, enfin, obsolète, non. Il faut se garder en bonne forme, d'accord? Alors, deux conseils. Le premier, c'est qu'il faut pas perdre espoir parce qu'en fait, s'il a vu qu'en fait, il a un immense avantage sur beaucoup de gens, c'est qu'en fait, il a vu et compris que les choses étaient en train de changer. C'est génial. Maintenant, moi, je donne deux conseils à Énergie 3135. Un, c'est de prendre un abonnement payant à YouTube parce que comme ça, il a toute la bibliothèque d'Alexandrie à portée de la main et il peut s'informer sur n'importe quel sujet. Il peut prendre le cours de psychiatrie à Harvard s'il en a envie. Il peut apprendre à coder des agents IA. Il y a tout ce qu'on peut imaginer sur ce canal. Alors, moi, je prends, pas pour leur faire de la pub, mais je trouve que l'abonnement premium à YouTube, il est génial parce que ça te permet d'écouter offline, de downloader les vidéos, d'écouter des podcasts et de te former. Ouais, moi, D'accord? je l'ai aussi. Ouais, ça vaut vraiment la peine. Honnêtement, c'est vraiment génial. Et du coup, là, pour se réinventer professionnellement, etc., c'est vraiment l'endroit où il faut aller. C'est là que ça se passe. D'accord? Donc, YouTube, ça vous permet de vous former de manière vraiment le soir, le week-end, etc. Il faut vraiment y aller, il faut apprendre. Il a déjà compris qu'il se passait quelque chose. Maintenant, il faut approfondir. Puis le deuxième conseil, c'est d'utiliser en fait ces outils d'IA comme ChatGPT ou d'autres. En fait, il faut gratter, il faut grailler, il faut essayer dans la pratique professionnelle qu'il a aujourd'hui, si toutefois c'est légal, bien sûr, si on l'y autorise. Mais sinon, il faut faire un projet à côté et puis essayer de comprendre. En fait, c'est en faisant qu'on comprend. On comprend en marchant, on apprend en marchant. Donc, il faut s'informer avec YouTube, utiliser l'IA pour comprendre en fait ce que ça fait et puis se réinventer comme ça. Il risque rien. En fait, si l'entreprise pour laquelle cette personne travaille ne fait pas le Ou move, travaillent pas ben, aussi, hein. Il y en a plein qui travaillent pas, qui peuvent utiliser leur temps justement juste avec un abonnement à ouais. YouTube. Et je crois que c'est même pas, enfin, je ne sais pas combien qu'on paye, mais un truc comme 20 balles, voire un peu moins. Donc, Mhm. c'est quelque chose qui est très, très accessible, hein. C'est très accessible et honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Et alors si cette personne est développeur, je suis pas tout à fait certain, c'était pas tout à fait clair dans le commentaire, mais si cette personne est développeur, c'est golden era. Il faut y aller. Faut y aller, hein. Il faut développer ses propres outils pour le DevOps. Il y a une kyrielle de choses. Il suffit de taper quelques mots-clés comme, alors c'est plus facile si on parle anglais parce qu'il y a plus de contenu, mais euh, bah, si cette personne ne parle pas anglais, il faut apprendre anglais parce que la révolution IA, elle est en anglais. Donc, ça vaut vraiment la peine de bien parler l'anglais, en tout cas de pouvoir se renseigner en anglais, d'apprendre ça. Et il faut faire des projets, il faut essayer des trucs, il faut s'y mettre. En fait, c'est angoissant, je le conçois, mais c'est aussi rigolo, en fait, de se réinventer. Et là, c'est un petit peu comme si on était au bord de la mer, puis il y a tout d'un coup des grosses vagues. Il faut surfer, en fait, il faut y aller. Puis, bah, ma foi, si on se trompe, on tombe de la planche et on se relève. Il faut vraiment pas avoir peur. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour une entreprise existante qui a tout un business et qui doit se réinventer. Ça, c'est difficile quand il y a une vague technologique aussi disruptive que si en fait on est un individu puis que là on a la possibilité de se repositionner parce qu'on peut acquérir des compétences nouvelles. Donc plus les entités sont petites, le minimum étant une personne, plus il est, je dirais, faisable, facile et à portée de main de se réinventer. Et On le voit par exemple avec Google. Google, il y a l'IA, ils l'ont inventé, puis ils sont là, ils sont en danger avec leur business. C'est pas si simple que ça. Mais excuse-moi, je t'ai coupé. non, et je dis justement, l'IA est en train de créer plein de nouveaux jobs, hein, qui n'existaient pas forcément Mhm. ou qui sont en train d'être en pleine mutation. Et on le voit Mhm. notamment avec Free, qui a subi une cyberattaque, ou même le hacker a contacté directement Xavier Niel pour lui demander une rançon de 10 millions d'euros.
Et donc ça, typiquement, c'est quelque chose que vous pouvez explorer, puis regarder quels jobs vont être créés. Puis en parlant justement de cette attaque de cybersécurité, je crois que Free est en train de chercher quelqu'un qui va s'occuper de ça. Donc, un profil qui doit être super smart parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Ouais. Les attaques cyber, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. C'est d'une brutalité absolument atroce. C'est très dur, en fait, de se faire cyberattaquer. C'est pas que je sois spécialement en amitié avec Monsieur Niel ou Free, mais honnêtement, les gens qui se font… déjà, ça va arriver à tout le monde, soit à titre personnel, soit Moi, dans ça une m'est déjà arrivé entreprise. avec notre site internet WordPress. Ouais. Bon, Tu vois? heureusement, il n'y a rien, il n'y a aucune Ouais. donnée, c'est qu'une vitrine. Mais Ouais. c'est vrai que c'est chiant. C'est embêtant, c'est vraiment ennuyeux. Et en fait, on a vu récemment, il y a eu un hack où il y a eu des millions de profils d'employés qui ont été leakés, qui ont été piqués parce qu'il y a un fournisseur de plein de grandes boîtes multinationales hyper sérieuses qui sont donc un fournisseur qui s'est fait hacker. En fait, ça arrive tous les jours. Si vous tapez sur Google, Daily Cyber Attacks, blablabla. Il y en a deux, trois. J'ai un lien, en fait, que moi, je regarde assez souvent où, en fait, ils font le compte. Et c'est absolument vertigineux. Donc, en fait, je crois pas qu'on ait à se réjouir qu'en fait, Free se fasse attaquer. C'est comme ça. Puis alors, bon, évidemment, aller menacer Xavier Niel, c'est vraiment pas une bonne idée. Alors, pour rappel, hein, en fait, la loi s'applique. Qu'on menace les gens digitalement ou par courrier postal, c'est pas permis. Donc là, ils ont fait un très très mauvais calcul. Ils ne se sont pas attaqués à la bonne personne, mais je veux dire, oui, il faut rester calme. Il faut savoir que les cyberattaques, ça existe. Et puis, pour revenir au propos de notre auditeur, ben oui, l'IA, ça va complètement changer en fait la manière dont on fournit de la sécurité parce que ça permettra de faire des hacks qui sont beaucoup plus subtils. Par exemple, avec quelques minutes d'enregistrement de vidéo et même de la voix, en fait, tu peux parfaitement imiter quelqu'un. Ça veut dire que tu pourras avoir ta maman ou ton grand-père qui t'appelle, tu as l'impression que c'est lui. Donc, il y a des Ouais, attaques. avec les euh, banques et tout ça, là, exactement. Ouais. Mais c'est fou, hein? C'est fou. Enfin, les opportunités, tu as toujours les opportunités tech pour faire du bien, puis aussi pour faire du mal. J'ai l'impression que pour faire du mal, ça va plus vite que pour faire du bien. Tu vois, où tu n'as pas besoin de légiférer, tu n'as pas besoin de poser la question. ouais, Bah là, il faut quand même culotter pour aller contacter directement Xavier Niel. Hein. ouais, C'est pas grosse toi ou erreur. moi, tu vois ce que je veux dire? C'est que Grosse le erreur. gars, il a. Grosse erreur. Grosse erreur. Non, mais surtout, en fait, que, essayer de faire chanter M. Niel par voie digitale, suite à une cyberattaque ou pas, en fait, c'est pas permis. On peut pas faire chanter les gens, c'est pas une bonne idée. Donc, ben voilà, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que les cyberattaques, c'est vraiment un business. Hein. Il y a des tas de gens qui paient. Moi, personnellement, je pense que la bataille qui consiste à essayer de protéger les données, elle est plus ou moins perdue. En fait, il y a des leaks tout le temps, les gens se font piquer leurs données encore et encore. Donc, en fait, si vraiment il y a des données qui sont hyper sensibles, en fait, ben, il faut les mettre dans un coffre et pas, il faut qu'il y ait un air gap, que ce soit pas simplement pas en ligne. Voilà, c'est comme C'est vrai ça. que c'était les services secrets qui sont retournés à la machine à écrire, justement, pour éviter Ouais, tous ces problèmes, mais pour oui, certains mais trucs. ouais, mais c'est aussi vieux que le monde. C'est-à-dire que même si tu as une machine à écrire, tu peux piquer le ruban sur lequel les petits marteaux ont tapé, puis aller voir ce qu'ils ont écrit. C'est une chose ancienne. Simplement, la différence, c'est que quand tu fais un hack dans le domaine digital, tu peux le faire à grande échelle. Ce fournisseur dont on parlait, on va pas citer leur nom, ils ont déjà assez le somme, mais euh, il y a d'innombrables entreprises hyper prestigieuses qui avaient des processus ISO, des revues de sécurité, etc., etc. Puis ce fournisseur, ils ont pas fait la mise à jour qu'il fallait, et bam, ils se sont tout fait piquer. Ça a impacté des centaines d'entreprises. C'est vraiment, en fait, je pense pas qu'on puisse simplement dire, même avec des mesures extrêmement coûteuses et sérieuses, en fait, il faut s'habituer à l'idée que quand quelque chose est sous forme digitale, ben, c'est un asset un peu plus liquide. Et s'il y a vraiment des choses qui sont extrêmement confidentielles, ben, il faut les protéger autrement. L'avantage quand on n'est pas dans le domaine digital, c'est qu'en fait, on peut pas faire un hack d'ampleur.
D'accord? Une machine à écrire, tu peux piquer un ruban, puis tu as ce qu'une personne a tapé pendant X Oui, puis il jours. faut réussir à rentrer dans le bureau aussi, hein. Ouais, C'est autre chose. Là, quand tu as un ouais, ordinateur, tu peux rentrer dans l'ordinateur depuis n'importe où, hein, depuis l'Inde, depuis mhm, la Chine, à 20 c'est 000 ça, kilomètres. c'est ça. Et selon toi, tu vois, c'est drôle parce que on parle d'IA, on parle de beaucoup de changements et en fait, les skills, les compétences nécessaires pour diriger une boîte, pour avoir vraiment cette vision macro de ce qui se passe, est en constante évolution. Tu vois, à l'époque, bah, tu avais moins de Mhm. risques cyberattaques et c'est quelque chose que, comme tu dis, bah, là, ça monte jusqu'à Xavier Niel, hein. Ça n'a pas été juste au responsable cybersécurité, ça va jusqu'à la tête de la boîte. Donc, il y a ces compétences qui changent. On le voit aussi avec une boîte qui a manqué un peu ce virage dans le recrutement de leur CEO, c'est Boeing, qui aussi qui ont du plomb dans l'aile, hein, pour ne pas dire. Et Ouais. c'est pas si facile de recruter les bons profils et de garder un business pérenne. Ouais, l'histoire de Boeing, elle est touchante parce que c'est Boeing historiquement, donc ils font des avions. Hein, vous avez certaines, ceux qui ont déjà pris l'avion, vous êtes certainement monté dans un Boeing au moins une fois dans votre vie. Donc c'était à l'époque leur mojo, c'était on fait les meilleurs avions. Ok, c'est À cool l'époque, hein. à l'époque. Et ils sont toujours très forts. Ils ont toute une partie pour la défense et tout ce qui concerne les affaires militaires, mais là, pour l'aviation civile et commerciale, ils ont un peu du mal. Et en fait, ce qui s'est passé sur la dernière décennie, c'est qu'en fait, c'est devenu une société cotée en bourse. Donc, en fait, ils doivent ramener un profit chaque quarter, etc. Ils sont examinés à la loupe. Et en fait, c'est pas quelque chose qui se fait en 3, 6 mois ou même 2 ans, mais à la longue. En fait, si à la tête des entreprises, on a des gens qui gèrent les choses de manière purement financière, ben, en fait, on peut prendre des décisions qui se détachent en fait du réel, de la réalité, de l'engineering et de la technique, puis on finit par avoir des avions qui tombent. Donc récemment, Boeing, ils ont eu un avion où il manquait des boulons pour une porte, puis ben voilà, ça c'est parti, c'est moche. Et ça a l'air tellement dingue, hein. On se dit, mais comment tu peux fabriquer des avions puis oublier de boulonner une porte? Ben, ils ont oublié. Et en fait, ça, c'est la conséquence du fait de regarder une entreprise comme un asset financier. D'accord? Si, en fait, tu as un fonds de private equity, c'est bien de mettre quelqu'un qui a de grandes connaissances en finance ou une banque, par exemple, parce qu'en fait, la compétence clé, ça tourne autour de la finance, des fonds d'investissement, etc., etc., etc. Maintenant, quand tu fais des avions, ben, faut quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à la manière dont on fait un avion. Parce qu'en fait, le plus grand danger, c'est de faire des avions qui soient mal fabriqués. Puis c'est ce qui arrive à Boeing, mais ça a pris du temps. C'est-à-dire que c'est des décisions qui datent d'il y a longtemps. Je suis assez persuadé que le mec qu'ils ont nommé maintenant, il a parfaitement conscience de ça. Il essaie de tout faire, mais c'est juste que pour corriger la chose, ça va leur prendre du temps. Je ne sais pas s'ils vont s'en sortir. Ils ont des dettes affreuses, ils ont un carnet de commandes immense, mais c'est vraiment chaud. Et puis de nouveau, récemment, il y avait une négociation salariale avec leurs employés qui avait été plus augmentée depuis fort longtemps. Les employés ont fait grève, ils ont gagné, donc ils ont eu une augmentation. Puis droit derrière, ils ont viré plein de gens. Ça, c'était vraiment une manœuvre j'ai trouvé que c'était vraiment dur. Mais pour dire, Boeing, ils sont vraiment dans une situation extrêmement délicate. Ils ont vraiment du mal avec la qualité de fabrication. Et je pense que c'est un peu partout dans l'entreprise parce que c'est vraiment des mouvements qui sont lents. Il faut avoir investi en R&D, dans la qualité de production. Il faut des process qui permettent justement de faire vraiment de la qualité. Et c'est facile, en fait, de dire, bon, ben, on va baisser la qualité, mais c'est très dur de la remonter. Donc, ben voilà, les entreprises, elles ont un impact sur le monde réel et je pense que maintenant, avec le taux de changement technique qui est en cours avec l'IA, avec le digital, la cybercriminalité, comme on en parlait, la plupart des gens qui vont réussir, ce seront des gens qui ont un background technique. Parce qu'en fait, il faut être en lien avec le réel. On fera, je pense, une session justement sur quel type de management les boîtes modernes doivent avoir. Mhm. Et pour revenir à Boeing, je pense que ils ont toutes ces commandes, comme tu dis, aussi du point de vue militaire. Et que, Mhm. pour utiliser un peu cette phrase qui revient toujours, tu vois, too big to fail,
c'est que tu pourras pas laisser le marché de l'aviation simplement à Airbus pour question de tout ce qui est antitrust et de monopole. Et on le voit justement avec la justice américaine qui est en train de s'attaquer à Google et notamment à Google Chrome. Selon la justice américaine, ils veulent forcer Chrome à être vendu. Donc, Ouais, alors le truc, c'est que bon, Google, c'est énorme, hein, et puis ils ont une espèce de monopole de fait sur plein de choses. Ils ont ils ont Chrome, le navigateur, ils ont Android pour les smartphones, et ils ont le marché de la publicité. Donc c'est vraiment une entreprise qui est absolument colossale et gigantesque. Et les Américains, ils se sont toujours beaucoup méfiés des acteurs économiques qui deviennent trop importants, parce qu'en fait, ils ont tendance à assécher le marché autour d'eux. Donc les Américains, ils ont ça de très fort, d'avoir une économie qui est vraiment vibrante et dynamique. Donc quand il y a un acteur qui devient trop dominant, en fait, ils le coupent en morceaux. Ils avaient fait ça avec une compagnie qui s'appelait Standard Oil, qui avait tous les puits de pétrole. Ils ont dit, mais tu vois, les puits de pétrole, c'est simple. Si les mecs, ils ont 100 puits, tu divises par paquet de 10 et puis tu les coupes en morceaux. C'est pas très compliqué. Et puis ça met en place une espèce de concurrence. Ils ont fait ça à Microsoft, qui a en partie, en tout cas, loupé le virage du smartphone à cause de ça, parce qu'ils avaient tellement peur après ce procès antitrust de se faire taper sur les doigts que ça les a bien calmés. Et puis maintenant, il semblerait que, bon, ben voilà, on verra où ça atterrit, mais que Google soit un peu en porte-à-faux avec le logistique. Ça m'inquiète pas du tout pour Google parce qu'en gros, en termes de valeur économique, il va y avoir différents paquets et puis ça ira très bien pour les investisseurs. Il n'y a aucun souci à se faire. Le seul bémol, j'entendais un commentaire l'autre jour que je trouve assez pertinent, c'est qu'en fait, Google a acquis la société DeepMind, qui en fait a énormément contribué à l'essor qu'on voit maintenant dans l'IA, parce qu'ils faisaient de la recherche, qu'ils ont largement financé ça. Et DeepMind, Google DeepMind vient de gagner plusieurs prix Nobel parce que leur IA dans le domaine de la biologie et de la chimie, elle est absolument révolutionnaire. Et ces percées, en fait, qu'on peut qualifier de type scientifique, qui vont aider à trouver des nouvelles molécules pour nous soigner, etc., elles ont été rendues possibles parce qu'un acteur très riche a pu financer à grands coups de milliards pendant des années le développement de l'IA. Donc, c'est toujours un peu délicat parce que d'un côté, c'est vrai qu'un acteur trop géant, ça assèche l'économie parce qu'ils vont pouvoir tuer des concurrents parce qu'ils ont une force financière, une force de frappe qui est absolument dingue. Mais d'un autre côté, quand quelqu'un est extrêmement riche, en fait, il peut faire des choses que personne d'autre pourrait se permettre. C'est un peu Versailles. Faut être un roi de France pour faire Versailles. Mais aussi, moi, je trouve, bon, je suis un grand fan de Google et ses produits. Et pour moi, je crois que leur première tagline ou leur mission principale, c'était démocratiser l'accès à l'information. Donc, tu parlais de Microsoft et Microsoft, c'est tout l'inverse. Microsoft, sur tous leurs produits, tu dois payer. Tandis que Google, que tu veuilles une adresse email, eh ben, c'est gratuit. Ils te donnent de l'espace de stockage. Ils ont aussi rendu accessible tout ce qui est, par exemple, Microsoft Word, Excel, je sais pas comment ça s'appelle, Microsoft Office. Ça, tu dois payer avec un compte Gmail. Tu as accès aux mêmes choses gratuitement. Ils ont développé derrière YouTube, où pour moi, c'est grâce à ça que je me suis formé, et tu en parlais avant, où beaucoup de gens se forment grâce à ça, tu vois. Donc, c'est vrai qu'ils ont pas mal de choses, mais la mission, elle est différente, où grâce à leurs outils et grâce à la manière dont ils gèrent, dont ils ont créé leur business model, où ils font de l'argent avec les publicitaires. Et si tu n'as pas d'argent, tu as quand même accès à la formation. Tu vas peut-être te taper une pub de 7 ou 8 secondes, mais c'est fair enough, tu vois, c'est comme ça. Tandis que Google, eux, ils ont plus ces casseroles d'antitrust, ils ont aussi ces casseroles de vaporware à l'époque où, le concept c'était quoi à l'époque quand ils entendaient qu'il y avait une boîte qui allait développer un produit, et ben Microsoft faisait une annonce et il disait oui, nous aussi on va développer ce produit. Du coup, tu as tous les investisseurs qui n'allaient pas investir dans cette startup et au final ils développaient pas le produit. Donc ils ont été punis et c'est ce qui a forcé un petit peu Microsoft à développer tout cet aspect philanthropique derrière et tout. Donc, moi, je trouve que c'est ça un peu la différence entre Google et Microsoft, où eux, justement,
Imagine si tu avais que Bing. Bing, je suis sûr qu'il te ferait payer, il te ferait payer Ouais, la recherche, tu vois, ou les mots-clés. ouais, Donc, d'avoir ces concurrents comme ça, c'est aussi positif. ouais, ouais, non, mais c'est clair. Alors, il y a pas de miracle. Et puis, tu sais, c'est un peu comme on l'évoquait avant avec le truc de la douille à Genève. C'est-à-dire, quand un acteur devient trop important, en fait, il est trop grand. C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Alors, il fait des dégâts, même sans faire exprès, parce qu'il est tellement énorme qu'il n'arrive pas à se contenir. Donc, moi, je suis aussi un immense fan de Google. Je pense que ils sont vraiment mais hyper forts et ils font des produits qui sont absolument géniaux. Euh, Maintenant, bon, visiblement, les Américains, ils ont adopté ces lois antitrust pour faire attention qu'il n'y ait pas des acteurs qui soient trop grands. L'histoire leur donne un peu raison parce que si on regarde en fait aujourd'hui aux États-Unis, en fait, toutes les grandes boîtes tech, elles sont aux US. Ouais, exactement. Tu vois, c'est un fait. Donc Exactement. en fait, leur recette, elle semble fonctionner en fait à long terme. Ils ont une économie, en tout cas tech, qui est vibrante dans le digital. Je pense pas qu'il y ait tellement d'équivalents. Et du coup, ben, j'imagine qu'en fait, si c'est ça qu'ils souhaitent faire, c'est qu'ils pensent. En fait, c'est un peu une croyance, hein, c'est qu'à terme, ils pensent qu'en fait, de couper un colosse, ça va permettre de mettre de l'humus dans l'entièreté du jardin, puis de faire arriver des nouvelles pousses. Donc, ça me fait un peu mal au cœur pour Google, mais surtout parce qu'ils ont investi dans DeepMind, ce que je trouve méga cool. Mais c'est un compromis entre ça et le dynamisme. Et je pense qu'ils ont raison en fait de miser maintenant, de parier maintenant sur le dynamisme, parce qu'on a rarement vu un moment qui était aussi dynamique que maintenant. En fait, une économie saine, elle doit pouvoir aller très vite. Moi, je pense que ça tombe un peu tard, hein, parce qu'au final, tu as déjà cette chose qui se fait naturellement. On parlait il y a quelques semaines de la guerre du search. Donc maintenant, avec ChatGPT Search, tu as Ouais. Perplexity. Donc naturellement, les cartes, elles sont en train d'être rebattues. Après, Mhm. comme tu dis, c'est vrai que toutes les grosses boîtes tech, elles y sont. Et nous, on vous rabâche, elles sont aux États-Unis, et puis on le rabâche depuis plusieurs semaines. Et c'est le constat que Lagarde a fait, Draghi a fait, et puis là, plus récemment, Xavier Niel, le fondateur de Free, entre autres, et c'est le propriétaire aussi de Salt hein, en Suisse, hein, Mhm. Salt Telecom, et qui lui aussi est en train de se plaindre comme quoi l'Europe, on est largué dans l'IA. Donc, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Bah, bon, Salt, excellent opérateur, mais il a raison en fait. Xavier Niel, c'est quelqu'un qui a entre autres des opérateurs téléphoniques. Ça fait longtemps qu'il est entrepreneur, donc c'est pas la question de le trouver sympa ou voilà, mais je veux dire, il est quand même, il a quand même Il est réussi fort. pas mal de choses. Il est fort, hein, Il ça a marche. l'école 42 aussi. Voilà, Donc, il fait les. le Ouais. mec il fait des trucs quoi. C'est pas ça, on peut pas lui reprocher. Et en fait, il dit que l'Europe risque d'être réduite à un continent abandonné si on manque cette opportunité. Et puis je suis entièrement d'accord avec lui. Je pense que, et je vais faire un parallèle avec Google. En fait, Google, ils ont ce procès sur le dos avec l'État américain qui leur dit, bah voilà, vous êtes trop gros, on va vous découper, enfin trop gros, trop dominant, donc on va vous couper en petits morceaux. Et ça, quelle que soit l'issue du procès, ce procès, il dure quelques années. Maintenant, imagine que tu es patron chez Google. Quand tu as un procès sur le dos où tu es menacé d'être découpé en rondelles, tu vas pas faire le mariole. Ton sujet, c'est pas d'aller acheter des tas d'entreprises pour augmenter ta position dominante. T'es plutôt calme. T'es d'accord? C'est vrai. Donc, quelle que soit l'issue, le fait qu'un procès comme ça, qui est quand même une menace assez importante, tu dois gérer ce dossier, c'est un gros sujet. Ça, j'en suis sûr. Et du coup, tu dois rencontrer plein de personnes, tu as plein de meetings pour essayer de savoir comment tu vas faire ça. Donc, tu vas pas te lancer dans des acquisitions qui vont te rendre encore plus important. OK? Donc, quand une loi, enfin, quand il y a un aspect légal qui entre en jeu, ça a un effet immédiat, en fait, sur le marché. Et là, ce que dit Xavier Niel, je pense que c'est important parce que les lois qu'on a votées en Europe pour l'IA, elles ont déjà un effet. D'accord? Ça se voit pas encore, mais en fait, les gens qui sont dans le domaine, ils voient très bien qu'en fait, c'est pas l'endroit idéal. D'accord? Et
et ce que dit Niel, en fait, il a raison. En fait, il a fait l'école 42, il a des opérateurs, il a fait plein de trucs. Il innove depuis genre 30 ans. Donc, on peut pas, on peut pas ne pas tenir compte de son avis en disant non, mais le mec, là, il a complètement lâché, il comprend rien. J'y crois pas. Il est extrêmement riche. C'est pas pour des sous qu'il dit ça. Je suis persuadé. Enfin, je le connais pas, Ah mais bah non, c'est clair. ça va. Bah, il doit être milliardaire, lui. Hein. Il n'a pas besoin de. J'ai fait une fois un conférence call avec lui pour essayer le système de Cisco téléprésence qui fait que tu te parles à distance comme si tu étais en présentiel. C'était assez sympa. Et Ok. on a discuté 1 heure. Le mec sympa, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est au taquet depuis des années pour innover et entreprendre. Et si lui met en garde l'Europe, ben, je pense qu'on aurait bien raison de l'écouter. Je ne vois pas très bien comment on peut faire pour s'en sortir, mais mais au moins il a le mérite de dire tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas en fait, et qui votent avec leurs pieds. Ouais, et justement, peut-être qu'il y en a qui vont dire, ouais, vous faites que de critiquer ou de dresser le constat, mais c'est que derrière, il y a des emplois. Hein. On peut en parler autant Mmh, qu'on veut. Si c'est ça. t'es pas dans le bon, t'es pas dans le bon wagon, t'es cuit. Et puis on le voit justement avec l'industrie automobile. On le voit, on parlait de Boeing, c'est quand même 2000 et quelques licenciements, je crois, en Europe et Mmh. tout. Il faut vraiment faire les choses, sinon on va rester sur le carreau. Et puis on est tombé sur un chiffre intéressant justement de la Centech, des chiffres de l'Allemagne. Je te laisse en parler. Mmh. Mais oui, alors c'était hyper intéressant parce qu'en fait on a des chiffres sur la scène tech européenne où en fait on voit le nombre de startups IA pour 100 000 personnes. Donc tu prends 100 000 personnes, tu regardes combien de gens ont fait une startup dans l'IA. Aux US, tu en as 5,22. UK, la même chose, 5,22. En France, c'est moins de la moitié, 2,04. Et en Allemagne, 1,9. Donc, il n'y a pas zéro scène tech dans l'IA en Europe. Mais un facteur 2, si tu fais 1,80 m, c'est comme si tu croisais un type qui faisait 3,60 m. C'est, C'est énorme. hein, ça fait fois 2, c'est beaucoup. Donc, c'est pas juste un espèce de petit ajustement. Alors, il y a tout ce qui concerne le cadre légal, il y a ce qui concerne la dynamique entrepreneuriale, qui est quand même plus grande aux US, il y a tout ce qui concerne l'accessibilité des fonds. L'Europe, elle a essayé de faire une espèce de fonds souverain pour investir, etc. Mais c'est pas du tout le même dynamisme qu'aux États-Unis. Et du coup, on les accumule. Et ce qui est très, très ennuyeux, c'est qu'en fait, c'est maintenant qu'en fait est en train de se redéfinir euh, un nouveau secteur économique très, très important, parce que c'est le tertiaire, c'est un emploi sur 2 en Suisse, et qu'en fait, nous, on va être des utilisateurs d'outils développés par d'autres, plutôt que des gens qui sont à la source, en fait, de ces technologies. Donc, ça sent pas bon du tout. Et je pense que faire une start-up IA en Europe, c'est un peu être comme un saumon. Tu remontes le courant, mais les saumons, ça se finit mal hein, quand ils arrivent. Ils meurent. Donc, je ne vois pas pourquoi un entrepreneur dans l'IA, il s'époumonerait à vouloir commencer dans l'endroit qui est pas le plus favorable. Et d'ailleurs, un autre chiffre, juste pour, après je te laisse, mais le 40% des PhD qui ont un PhD dans l'IA, ils quittent l'Europe. 1 sur 2, presque. C'est beaucoup. Alors, si tu penses à tous ceux qui ne peuvent pas partir pour des raisons familiales, pour des questions d'âge, etc., c'est énorme. C'est énorme et justement, c'est ce qu'on peut témoigner, justement ce que les gens voient, qu'il y a un exode de l'Europe, hein, des talents, surtout après Hum, l'élection de Trump qui est assez récente et on sait que lui va soutenir la tech et l'innovation à fond, mais aussi un hum, petit peu avant et qu'il y a plein de personnes qui sont en train de se relocaliser aux US. Donc, les gens, ils veulent même plus s'embêter dès qu'ils ont une start-up, notamment liée à l'IA. Ils font ça à San Francisco. Il y a un article qui est paru. Et justement, tu vois des fondateurs, enfin, des entrepreneurs allemands, tu vois des entrepreneurs colombiens, suisses, français, de tous les pays. Donc, voilà. Comme on le disait, l'Europe, c'est pas forcément le bon endroit pour démarrer une start-up IA de par l'écosystème, que c'est pas un cluster, mais aussi hum, par rapport aux capitaux. hum. Alors,
qu'on soit clair, hein, c'est pas parce que nos auditeurs sont en Europe qu'il faut pas qu'ils s'intéressent à l'IA, qu'ils se forment à l'IA, qu'ils fassent des expérimentations avec l'IA, etc., etc. Il faut y aller. C'est simplement que si on regarde les ordres de grandeur, les gens de la tech qui sont aux États-Unis, le cadre il est plus favorable, politiquement c'est plus favorable, il y a plus d'accès aux capitaux, la dynamique entrepreneuriale est plus grande. Donc il faut aussi être honnête avec les auditeurs. Euh, euh, tout le monde, même les gens qui sont aux manettes, bah, un grand entrepreneur comme ça, Xavier Niel, ou les gens qui sont aux manettes, expliquent qu'en fait ça va pas. Mais ce que j'ai pas vu, c'est ce qu'ils allaient faire en Europe pour changer la donne. Là, Ouais. j'ai pas vu de proposition. Et il y a un autre souci, c'est parce que bah, justement, toutes ces personnes qui se délocalisent et qui ont été formés en Europe, formés en France, et tout, ils ont été formés avec l'argent public. Et après, ils vont bosser pour des boîtes qui sont basées aux US, où ils vont vivre carrément aux États-Unis et développer leur projet. Donc, même à avoir ce retour sur investissement, on ne l'a pas forcément. Et c'est aussi quelque chose qui est dommage, hein. Enfin, le PFL, tu as aussi pas mal ou le TH, je dirais que tu as beaucoup de gens qui sont super calés en IA. Toi, d'ailleurs, tu connais pas mal de profs vu que tu as fait tes études là-bas. Et ouais, c'est dommage qu'on n'aille pas, qu'on n'arrive rien à construire ici, quoi. Mais après, ouais, vas-y, je t'en prie. On construit pas rien, en fait, autour de l'EPFL. Il y a tout un écosystème de start-up qui est hyper bien. Il y a pas photo. Alors, cite-moi une startup IA qui sort de l'EPFL. Tu vois, c'est que tu as des cerveaux qui vont bosser pour des boîtes et justement, on parlait de cet aspect commercialisation. Non, il y en a mais une qui après, de vient grosses. Ouais, il y en a. Non, alors il n'y a pas de géant, ça je suis Il n'y a d'accord pas avec de géant, toi. mais Il ok. n'y a pas de géant, ça c'est vrai, mais on n'y arrive pas parce qu'en fait, dès qu'il y a une pousse intéressante, elle est revendue à quelqu'un qui est Quelle part. en lien avec les US. Bah oui, c'est ça en Mais fait. pourtant, Le on business, est la Deep Tech Nation, pourtant, Pascal. on est petit. Non, mais il faut pas du tout empêcher en fait ces ventes, ces achats-ventes de start-up, etc. C'est le modèle, c'est très très bien. Là où on est moins bon, c'est qu'en fait, moi j'ai une théorie là-dessus. Bon, je la présente aux auditeurs, ils en font ce qu'ils veulent, mais je pense qu'en Europe et spécialement en Suisse, en fait, on est hyper bon pour les savoir-faire qu'on doit raffiner pendant une ou deux générations. Je donne un exemple, les montres. Fabriquer une montre, faut fabriquer des petits engrenages, tatati tatata, faut être très très précis, grosse attention aux détails, etc. Donc, tu as tout un savoir-faire qui doit être transmis de génération en génération avec la formation duale, l'apprentissage, etc. Donc, en fait, en Europe, quand une technologie elle arrive à maturité, comme l'automobile thermique, comme l'horlogerie, comme la pharma, en fait, on est bon parce que, ou les banques, ou les assurances, on est bon parce qu'en fait, on est très rigoureux et puis qu'on raffine cet art euh, subtil de fournir une qualité et une fiabilité qui est énorme. OK? Mais si on regarde l'histoire, en fait, c'est les Américains qui ont commercialisé la voiture. Ça a été inventé en Europe, mais ça a été commercialisé aux États-Unis. On a repris la main quand les voitures thermiques, c'est devenu quelque chose de, on va dire, commun et qu'il a fallu commencer à améliorer la qualité, etc., etc. Les Allemands étaient hyper forts. Il y a toute l'Europe, la France aussi, immense nation de l'automobile. Mais quand il s'agit d'inventer et de commercialiser, on n'est pas bon. Puis après, tu as la voiture électrique qui arrive. On a un immense pôle automobile en Europe. Puis qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a les États-Unis qui inventent avec Tesla la batterie, le software. Donc c'est c'est un changement de paradigme. Et la Chine. Puis nous, on se retrouve là comme des culs et on n'arrive pas à s'adapter. Et je pense que c'est ça le grand défi de l'Europe, c'est qu'en fait, à l'ère de l'IA, le tertiaire est en train de bouger à la vitesse grand V. Donc, en fait, il y a un besoin d'adaptation qui est colossal. Il faut aller vite. On le voit avec les boîtes qui font déjà faillite dans l'éducation digitale. Les mecs, ils étaient dans le secteur de l'éducation digitale. Faut pas croire qu'ils n'ont pas vu l'IA, ils n'ont pas réussi à s'adapter. Donc, c'est très difficile. Il faut s'adapter très vite. Et puis, d'un autre côté, en Europe, si on regarde à grosse maille hein, les ordres de grandeur, on est bon quand on arrive à raffiner un savoir-faire dans un domaine particulier. Et c'est là que je vois le gros danger. C'est qu'en fait, des espèces de places au soleil qu'on peut raffiner ou en fait un engineering d'hyper qualité, c'est difficile. Imagine par exemple un ingénieur qui aurait appris à,
je sais pas, faire du DevOps ou coder il y a 20 ans. Bon, c'était une bonne formation, more power to him, great, il peut se reformer. Mais ça a tellement changé, tu vois, que en fait, on n'est plus dans ce mode où en fait, tu peux accumuler du savoir-faire et puis le raffiner sur des décennies. On est dans un autre moment en fait où il faut aller beaucoup plus vite. Et il y a aussi ce manque de financement. Par exemple, en 2023, à San Francisco, ils ont pris 50% des financements mondiaux. C'est l'équivalent pour les startups IA, hein. Donc, les startups IA à San Francisco, elles ont levé 27 milliards et dans le monde entier, c'est 54. Donc, c'est pas qu'il n'y a rien en Europe, c'est une question d'ordre de grandeur. je De te rends compte, taille, c'est une ville. C'est une ville, San Ouais. Francisco. San Francisco, c'est San Francisco Bay. Par exemple, nous, en Suisse, on est, je crois, en 2023, tous secteurs confondus, hein. Là, on parle que d'IA, c'est 27 milliards que pour les startups IA. Tous secteurs confondus, en Suisse, on est à 1,7 milliard. Ouais. Tous secteurs confondus, hein. Et en Suisse, Zurich, tu es à 900 millions. Canton de Vaud, tu es à 400 millions. Et Genève, on est à 140 millions, dont 65 millions qui sont partis dans une fintech, tu vois. Donc, tu imagines les différences. Mais c'est déjà génial. Si Dieu faut saluer l'effort et tout, c'est vraiment top. Mais en fait, si on regarde les ordres de grandeur, on voit bien en fait que la réalité, c'est que qu'il y a un écosystème en termes de nouvelles aventures entrepreneuriales techniques, disons à forte connotation technique, qui est beaucoup plus important aux États-Unis. Et en fait, c'est pour ça que je prenais l'exemple du saumon. Parce que tu peux toujours essayer de remonter la rivière, mais c'est pas. Alors, il y a la théorie. L'autre jour, je dialoguais avec un ami qui me disait. C'est pas une jolie Pascal, image, hein, cette histoire de le saumon. saumon, mais il finit mal le saumon. Hein. Tu sais, ils viennent tout rouges et puis à la fin, une fois qu'ils se sont reproduits, bim. Mais il me disait, mais ouais, mais si tu le fais en Europe, en fait, t'es au pire endroit. C'est là que c'est le plus régulé, le plus dangereux. Alors après, t'es bien pour aller partout. Je dis, mais mec, quand tu fondes une nouvelle venture, tu vas là où c'est le plus facile, tu vas pas là où c'est plus C'est dur. déjà compliqué, c'est clair, si tu Ouais, te mets c'est des déjà bâtons dans assez les roues tout compliqué. seul. Exactement. Et je pense que fondamentalement, la difficulté qu'on a en Europe, c'est qu'on est à l'aise avec les savoir-faire et les industries qui sont un peu stables et où on peut accumuler un savoir-faire. Et honnêtement, dans l'informatique, l'IT, le cloud, le web, l'IA qui a une couche dessus, ça change à une telle vitesse qu'évidemment, on n'arrive pas à gagner cet avantage compétitif. Ouais. Donc, j'imagine les valises, elles sont prêtes, hein, pour aller se relocaliser à San Francisco, mon cher Pascal. Mais tu sais, je peux aussi, il y a un commentaire que le fondateur de Logitech a fait, puis qu'il a partagé avec moi et que je peux relayer, mais il a dit ça de manière publique. Il a souvent dit que le succès de Logitech, qui est une des entreprises qui a eu un certain succès en fait dans le domaine de l'IT en général et de la tech, la meilleure décision qu'il a prise, c'est qu'il est tout de suite parti aux États-Unis. Et en fait, Logitech, on peut dire que c'est presque plus une boîte américaine qu'une boîte suisse. Elle est cotée au Nasdaq et au SMI, mais en fait, le CEO et tous les gens qui décident, ils sont aux États-Unis. D'accord? Et ce, depuis le début. Et je pense que enfin, c'est Borrell qui le dit, mais une des clés du succès de Logitech, ça a été cette exposition, en fait, au dynamisme américain très tôt dans leur cycle de vie. C'est pas qu'ils ont ouvert un bureau de vente aux États-Unis 15 ans après avoir commencé. Ils ont pris, en fait, ce spirit de la baie, etc. Et je pense que ça, c'est le gros danger pour l'Europe. C'est qu'en fait, maintenant, il y a une nouvelle économie qui est en train d'émerger. Faut pas oublier qu'OpenAI, tous les fondateurs se sont barrés et qu'ils ont déjà fondé d'autres startups. Donc, on est au coup d'après. Puis nous, en Europe, on est encore en train de se demander si on va y aller. Mais c'est peut-être ça, hein. Enfin, c'est drôle, mais c'est peut-être ça. Ou si tu fais le parallèle avec la mode, enfin, si tu veux devenir mannequin ou créateur, bah, tu vas à Milan, tu vas à Paris ou à Londres ou à New York. Tu vois, et je pense que quand ça vient à la tech, tout le monde essaye de tirer la couverture et puis d'essayer de développer ses propres trucs. Mais au final, c'est un peu le dicton de Patrick Drucker, l'ancien management consultant, qui te dit la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Et je pense que les gens doivent être conscients, quoi. Si vous voulez faire quelque chose de prometteur, il faut aller au bon endroit, quoi. Si vous voulez gagner la Champions League, eh ben, tu as meilleur temps d'être au Barça, au Real, que plutôt de jouer à Échalon.
On aime Échalon, hein. On aime Échalon. Il y a pas de... On aime Échalon. Mais oui, je pense que c'est vrai. Et puis nous deux, en fait, si on n'y arrive pas aux US, on ira à Milan pour faire mannequin. On peut dire comme ça. C'est notre backup. C'est comme ça, Younes. Il faut être agile. Il faut être agile. Il faut hein. être agile. Pascal, je te remercie. Je te souhaite une excellente fin de semaine. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao. Merci, Younes. À tout vite. Ciao.